Bonjour et bienvenue dans l'atelier B2B, l'émission 100% business, 100% web. Et aujourd'hui, nous allons parler base de données, plus particulièrement base de données B2B. Alors vous le savez, si vous-même organisez des campagnes d'emailing marketing, vous savez que les fichiers sont en quelque sorte le nerf de la guerre. Le succès de votre réparation dépend en grande partie de leur qualité. Trop d'adresses non attribuées, trop ou trop peu de destinataires ciblés, et votre campagne peut perdre de son impact. Alors comment choisir les bonnes bases de données, comment élaborer un plan fichier efficace? C'est ce que nous allons évoquer ensemble ce matin et je suis bien entouré avec deux experts du web, Marine Vérin et Philippe Richalet. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors soyons honnêtes, mais vous le savez aussi bien que moi, le business des bases de données apparaît souvent un petit peu opaque. On a du mal à obtenir les bonnes informations entre l'aspect juridique, les différents acteurs en présence, les bons dosages. On va en parler ensemble. Vous-même qui nous suivez, si vous souhaitez poser vos propres questions, vous pouvez les déposer dès à présent sur espacebusiness.tv. Marine, une première question qui peut apparaître assez basique mais qui finalement est essentielle. Qui, au juste, récolte ces fameuses bases de données? D'où viennent-elles exactement? Et comment peut-on connaître ou posséder ma propre adresse mail? C'est vrai que c'est quelque chose qui m'étonne moi-même alors que je travaille dans le web depuis maintenant plusieurs années. Je reçois des mails d'annonceurs que je ne connais pas du tout, qui ne m'intéressent pas forcément et je me dis comment ils ont eu mon adresse mail, a fortiori professionnelle, alors qu'à aucun moment je me souviens de leur avoir donné. Mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se rend sur un salon ou qu'on s'inscrit à une newsletter, on remplit toujours un formulaire. En fait, derrière chaque base de données, il y a un formulaire qui fait office de véritable moissonneuse-batteuse et qui récolte un maximum de données sur un maximum de personnes. Donc on nous demande notre nom, notre prénom, la société. Vous savez, toutes ces données plus ou moins obligatoires, après elles sont enrichies par ces personnes et sont collectées en base de données et à nouveau louées aux différents annonceurs. Et c'est pour ça qu'on reçoit autant de messages aujourd'hui dans nos boîtes mail. Mais on sait finalement qui est derrière ce genre de formulaire? Oui, il y a plusieurs acteurs. En fait, le premier auquel on peut penser, c'est les organisateurs de salons. C'est peut-être les plus lourds sur le marché, en tout cas historiquement, puisqu'ils brassent des milliers de visiteurs chaque mois au cours de différents salons. Et aussi, l'organisateur n'organise pas qu'un seul salon, mais plusieurs. Et donc, ça lui permet d'avoir accès à des personnes d'horizons très différents sur un salon du bâtiment, un salon agroalimentaire, un salon du luxe ou de l'hôtellerie. Vous imaginez la diversité des profils. La base de données qu'ils collectent à la fin de l'année est absolument phénoménale. Le seul souci avec ces organisateurs, c'est qu'aujourd'hui, les salons connaissent une perte de vitesse. C'est-à-dire que les cadres ont de moins en moins de temps pour se déplacer sur les salons. C'est un peu moins en vogue qu'il y a 5-10 ans. Et donc, leur base de données se renouvelle moins. C'est-à-dire qu'il y a moins de visiteurs, moins de formulaires remplis, donc moins de fraîcheur des adresses. Et ça peut nous handicaper dans nos campagnes marketing. Sinon, il y a aussi les sites de presse qui, eux, bénéficient justement de cet essor du web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent en ligne pour accéder aux newsletters des Échos, par exemple, ou du Monde. Et finalement, ces sites-là bénéficient d'un essor de leurs adresses. Et pour finir, on peut penser aux VPCistes, qui eux, historiquement aussi, sont des gros collecteurs d'adresses par catalogue, mais aussi aujourd'hui en ligne sur le web. Et donc ces VPCistes-là offrent aussi des bases de données très qualifiées. Eux renouvellent et entretiennent leur base de données puisque c'est le nerf de leur propre guerre, c'est-à-dire que pour vendre leurs produits, ils sont obligés d'entretenir leurs fichiers. En revanche, les fichiers qu'ils vont nous louer ne sont pas toujours aussi frais et pertinents que ceux qu'ils utilisent eux-mêmes, parce que les VPCistes, comme au fond les sites de presse, gardent jalousement leurs données les plus récentes et les plus actives. Les acheteurs les plus actifs, ils les gardent en règle générale. Et nous, on n'a pas trop moyen de savoir si finalement les données qu'on a louées sont si intéressantes que ça. Donc finalement, pour savoir si la base est bonne, à la fin, il faut tester et puis voir si ça marche ou pas. Alors les VPCistes, les sites de presse, les organisateurs de salons, Philippe, d'autres Oui, il y a intervenants? également d'autres sources. Moi, je pense à 3 autres sources. La première, ce sont des sites de mise en relation. Ce sont des sites, il en existe quelques-uns, business to business, c'est des sites qui vont proposer à qui recherche des solutions et produits différents devis gratuits. Ces sites ont l'avantage et la particularité de regrouper plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'offres. Le fait de regrouper toutes ces offres les rend extrêmement attractifs. Le professionnel qui s'y rend va pouvoir bénéficier de plusieurs devis et pour les obtenir, donc laisser ses coordonnées.
Donc ces sites sont des gros collecteurs d'adresses. Ces sites sont surtout visités et se nourrissent surtout des petites entreprises. On y trouve beaucoup de TPE qui viennent chercher de l'information pour s'équiper, beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants. C'est un petit peu la face cachée de ces sites, c'est que si on veut promouvoir des offres auprès des PME, des ETAI ou des grands comptes, ce n'est pas forcément ce type d'adresse qu'il faudra aller collecter. Autre source à laquelle je pense, on a dans notre métier ce qu'on appelle des bases de données de compilation. Le mot compilation, marketing direct, c'est toujours opposé au mot comportemental. Tous les exemples qu'a donné Marine auparavant, la VPC, la presse, les salons, des sites de mise en relation sont des bases que l'on qualifie de comportementales, c'est-à-dire qu'elles reflètent le comportement d'un individu. Par opposition, nous avons des bases de données dites de compilation qui, elles, compilent des données issues de différents organismes. Alors en business ou business, je vous en cite deux pour information. Vous avez des bases de données qui vont bénéficier des enrichissements INSEE, qui vont bénéficier des enrichissements du BODAC et qui vont donc collecter des informations extrêmement intéressantes. Ces bases de données ne sont pas le reflet de l'activité économique. Elles ont finalement pas énormément d'entreprises, mais elles ont beaucoup de contacts. Donc, sur un établissement donné, on peut trouver plusieurs dizaines de contacts. L'avantage, comme je l'ai dit et je le redis, c'est qu'elles sont extrêmement bien renseignées. Enfin, dernier type de pourvoyeur d'adresses que l'on va trouver, c'est ce qu'on appelle les mégabases. Il y a quelques exemples dans notre métier en business to business de mégabases. La mégabase, c'est la fusion de différentes bases de données. Donc, on est sur des potentiels, puisqu'on en fusionne plusieurs dizaines, relativement importants. Ce sont eux qui affichent les plus forts scores en matière de potentiel sur notre marché. À l'inverse, on ne sait pas très bien qui se trouve derrière, quelles sont les origines, ce qui fait qu'on peut avoir un peu de déperdition. C'est-à-dire qu'on pourrait reprocher aux mégabases de manquer un peu de fraîcheur, alors qu'à l'inverse, elles possèdent quand même pas mal de critères qui vont être très intéressants à travailler. Donc si je récapitule, site de presse, VPCiste, organisateur de salon, site de devis, base de compilation et mégabase, et je crois que vous vouliez rajouter quelque chose, Oui, on Marine. peut penser enfin aux annuaires des grandes écoles, qui aussi possèdent un grand nombre de données finalement, de leurs anciens. Par contre, le souci avec ces bases, c'est que c'est ni opt-in ni opt-out. Oula, opt-in, opt-out, c'est un peu barbare pour moi. Une explication, une définition, opt-in, opt-out, Philippe? Oui, alors on est dans un univers qui est extrêmement réglementé, même si on a trop souvent tendance à l'oublier. Il y a une loi qui régit notre profession sur tout ce qui est communication électronique, qui est la loi LEN, qui est une loi qui a vu le jour fin 2005. Cette loi LEN impose, et ça c'est important parce que nos annonceurs ont du mal à le comprendre, impose aux adresses d'être opt-in. Ça c'est ce que dit la loi. En fait, la loi elle va être amendée par la CNIL. Opt-in, ça veut dire que le destinataire d'un message a volontairement accepté de recevoir une information par voie électronique, soit en cochant une case, soit en ne décochant pas une case. En business to business, la CNIL a amendé cette caractéristique de l'opt-in et on a le droit d'être opt-out. Opt-out, pour traduire, c'est qu'à partir du moment où vous remettez à un organisateur de salon, à un site de presse, bref, à un organisme quelconque votre adresse mail, vous acceptez qu'ils l'utilisent pour communiquer et qu'ils puissent la transmettre à des tiers qui eux-mêmes vont vous adresser leurs produits. Donc ça, c'est la règle de l'opt-out en business to business que l'on a tendance à oublier. Néanmoins, la CNIL l'a amendé, mais ça va nous imposer 3 obligations. La première obligation, et ça là aussi vous verrez que sur le marché on a plutôt tendance à l'oublier, c'est toujours en adressant un message électronique au destinataire de lui préciser l'origine de son fichier, de son adresse. De quel fichier est-elle issue? Ça c'est important. De faire clairement apparaître des liens de désabonnement, c'est-à-dire qu'il peut se désabonner du fichier dans lequel son adresse est issue, et il peut se désabonner de l'annonceur qui lui écrit. Enfin, et dernière raison, c'est la troisième, c'est que en business to business, on est opt-out, mais on ne doit adresser à nos destinataires que des messages qui sont professionnels. Là aussi, vous aurez remarqué que de temps en temps, on a des messages personnels qui sont redirigés vers nos boîtes professionnelles. Ça, c'est formellement interdit. Donc voilà la règle de l'opt-in et de l'opt-out. Qui commercialise ces fameuses bases de données? Alors Marine, je me tourne vers vous. Si moi-même je veux acheter ces bases de données, est-ce que je peux m'adresser directement à ces différents producteurs dont on parle? Oui, alors
On va plutôt les louer plutôt que de les acheter, on précisera ça. On peut les louer effectivement auprès des propriétaires en direct, des récolteurs, des salons, des sites de presse. Sinon, il y a aussi des intermédiaires qu'on appelle des brokers qui permettent de faire le lien entre vous, annonceurs, et les propriétaires. Il y a aussi des agences de marketing direct, relationnel, digital, qui font cet intermédiaire-là entre le propriétaire et aussi entre vous et le broker. Tout ça, ça a des gros avantages, c'est que vous avez accès à la totalité du marché des bases de données sur l'Hexagone. En revanche, ils n'auront aucun rôle de conseil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir ce que vous voulez aller chercher pour aller les contacter. Parce que si vous n'êtes pas sûr ou si vous faites une erreur, ils ne vous le diront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas votre produit, pas votre marque, et ce n'est vraiment pas leur métier que de faire ce genre de conseils. Donc il y a aussi des agences de prestations intégrées qui s'occupent de vous de A à Z. C'est le cas d'Espace Direct. Oui, voilà. Donc du coup, nous, on s'occupe à la base du plan fichier. C'est vraiment la force de la société, la connaissance des fichiers. Donc tout ce qui est marché, propriétaire, broker, etc., il y a une certaine maîtrise et aussi du produit et de votre marque. C'est ça qui est le plus important finalement pour faire votre plan fichier. Parce qu'au-delà de faire, par exemple, si vous vous adressez vous-même à un broker, vous pourrez peut-être une fois faire un super plan fichier avec des retours extraordinaires. Mais par contre, il y a un historique qui va se créer. Et si, ça sera très tentant au bout de 2-3 mois de renouveler sans cesse la même formule qui a marché une fois, mais vous verrez que ces bases-là s'épuisent vite. Donc en fait, il faut savoir se renouveler. Et l'art du marketing direct par emailing, c'est ça, c'est finalement arriver à trouver un bon dosage, sans cesse différent, pour ne pas épuiser cette base. C'est comme si l'agriculteur s'amusait à planter toujours au même endroit. Vous savez, il y a des champs, il faut les laisser en friche, etc. C'est exactement la même chose. Et ça, n'importe quel agriculteur vous dira qu'il y a un certain savoir-faire et une connaissance en fait du terrain qui est hyper importante. D'où l'importance du conseil. Oui. Je reprends ce que vous disiez, Marine, et je me tourne vers vous, Philippe. Alors une base, ça s'achète ou ça se loue? Quels sont les conseils, quelles sont les modalités? Alors Marine, on a parlé il y a 2 secondes, les bases de données en business to business ne se vendent pas, elles se louent. Je n'ai aucun exemple récent et même passé de bases de données business to business qui se soient vendues. On les loue. Pourquoi? Déjà, quand on a la chance d'être propriétaire d'une base de données mail en business to business, c'est une denrée rare. Donc, et comme toute denrée rare, on n'a aucun intérêt à la vendre, on a intérêt à la protéger. Un propriétaire a plutôt intérêt à louer 10, 15, 20 fois ses adresses mail plutôt que de les vendre 1 ou 2 fois, du-style les vendre plus cher qu'il ne les loue. La deuxième raison, elle est légale. C'est-à-dire que quand vous possédez une adresse mail, vous pouvez la vendre 10, 20 fois. Donc vous ne l'avez pas vendue 10, 20 fois, elle s'est multipliée 10 ou 20 fois. Or, tout à l'heure, j'espère avoir été assez clair quand on explique la loi de l'opt-in, l'opt-out, c'est-à-dire que vous devez pouvoir justifier l'origine de l'adresse mail. À partir du moment où vous la vendez, vous ne pouvez plus justifier cette origine. Donc, ça devient extrêmement compliqué juridiquement de dire j'ai acquis une base de données, je ne sais plus chez qui je l'ai acquis. Bon, tout ça se perd dans le passé, dans les NAM. Tout ça est extrêmement compliqué. Donc, et puis il y a un vide juridique derrière tout ça. Donc nous, au Syndicat national de la communication directe, au SNCD, dont Espace Direct est membre, on a appliqué un principe, c'est qu'on ne vend pas les adresses, mais on peut en transférer l'usufruit, c'est-à-dire qu'on peut permettre à nos annonceurs de les utiliser plusieurs fois sur une période précise. Donc c'est pas de la vente, c'est une utilisation multiple sur une période définie. Enfin, et dernière raison, c'est que aujourd'hui, quand on acquiert une adresse mail, c'est extrêmement compliqué à gérer. C'est-à-dire que la loi nous oblige à bien gérer les désabonnements, les lois nous obligent à bien gérer la loi, du moins les bonnes lois de l'Internet nous obligent à gérer les hard bounce, les demandes de désabonnement. Donc autant de raisons qui fait qu'aujourd'hui, les adresses mail en business to business ne se vendent pas, mais elles se louent. Marine, quels conseils pourriez-vous donner pour bien choisir finalement ces bases de données après tout ce que nous venons d'évoquer? Alors le premier conseil, c'est finalement la règle numéro 1 de toute personne qui fait du marketing aujourd'hui, direct ou non, c'est de bien connaître son offre et son produit.
En effet, si on connaît bien son offre, on connaît bien sa cible. Et en emailing, tout ce qui compte, c'est la cible. En effet, il faut qu'elle soit ni trop grande ni trop petite. Parce que si vous ciblez des personnes trop intéressées, on n'est jamais trop intéressé par son produit, mais que celle-ci, le risque en emailing, c'est qu'à la fin, vous n'ayez que très peu de retours. En marketing direct, c'est un peu comme si vous pensez à faire une confiture de groseille. Vous allez acheter des tonnes et des tonnes, puis à la fin, vous n'aurez rien du tout. Je ne dis pas qu'en marketing direct, on n'a rien du tout, mais il faut arriver à une certaine masse critique. En revanche, si vous ciblez trop large, vous aurez des retours, mais ces personnes-là seront moins sensibles à votre offre. Et derrière, vos équipes commerciales vont arriver et vont beaucoup plus devoir combattre en fait, pour arriver à séduire les retours. Donc les prospects seront moins chauds, comme on dit. Donc ça, c'est important d'arriver à cette masse, à cette taille-là. Voilà. J'aime beaucoup votre image de la confiture, mais est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis? Est-ce qu'il y a quand même des points très spécifiques à suivre? Oui, pour faire le tri, en fait, il y a 4 critères en B2B qu'il faut vraiment prendre en compte. La fonction, déjà, effectivement, est-ce que vous vous adressez à des RH, à des financiers, à des acheteurs? Selon le service ou le produit que vous vendez, peut-être que la fonction n'est pas un critère, mais peut-être qu'elle l'est, et auquel cas, ça, c'est déjà une bonne manière de trier dans la masse des bases de données. Le secteur de l'entreprise, est-ce que votre produit s'adresse qu'aux entreprises de l'hôtellerie, qu'aux entreprises du bâtiment? Donc ça, c'est le code NAF, c'est ça qui est très important. Le secteur géographique, si je prends l'exemple de la formation continue, si vous faites des formations sur Nantes, à mon avis, il vaut mieux cibler votre région. Aller cibler la région PACA, c'est peut-être un peu aventurier, il faut essayer, mais enfin, quelle est la probabilité qu'un cadre se déplace de Nice à Nantes tous les 15 jours pour quelques heures? À mon avis, elle est assez faible. Et le dernier critère auquel on peut penser qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'effectif de la société. Il y a des produits qui sont exclusivement destinés aux sociétés de plus de 500 salariés, mais ils sont assez rares. Mais il y en a, au contraire, au-delà de 40 salariés, ça intéressera moins. Donc voilà, ça c'est le dernier critère qui nous permet d'arriver justement à tailler un peu dans le buisson des bases de données. 4 critères, donc fonction, secteur, géographie, effectif. Voilà. Philippe, à partir de quelle quantité de contacts conseillez-vous d'entamer une campagne d'emailing? Nous, il y a une règle là aussi? Oui, je pense que compte tenu des résultats qu'on est en mesure d'attendre, d'envisager une campagne en dessous de 15-20 000 destinataires me semble périlleux. Pourquoi? Nous, on a une règle que l'on communique à tous nos annonceurs, c'est la règle des 15-15-15. En emailing, vous avez globalement, d'une manière générale, en business to business, avec toutes les variables qui peuvent exister, la notoriété de l'annonceur, la période, l'offre proposée, vous avez d'une manière générale 15% d'ouvreurs. Sur ces 15% d'ouvreurs, ce sont des gens qui ouvrent leur mail. Malheureusement, il y a 85% de gens qui ne l'ouvriront pas. Sur ces 15% d'ouvreurs, vous allez avoir 15% de cliqueurs. Donc en business to business, on est toujours dans la collecte, on est toujours dans du deux temps, toujours dans la collecte de formulaires, sauf exception. 15% de cliqueurs sur les 15% d'ouvreurs. Et à l'arrivée, comme je l'ai dit, on est dans la collecte, on est toujours dans du deux temps. Si on est toujours dans la collecte de formulaires, vous aurez 15% de gens qui vont renseigner et valider un formulaire. Ce qui fait que globalement, si je vous le mets en pour 1000, vous allez tourner d'une manière générale, tout secteur d'activité confondu, aux alentours de 3 pour 1000. Ce qui fait que quand vous prenez, enfin même un peu moins de 3 pour 1000, 2,5 pour 1000, ce qui fait que quand vous avez 15 000 destinataires minimum, vous allez vous retrouver entre 30 et 35 prospects. 30-35 prospects, ça nous semble être chez Espace Direct le minimum indispensable pour pouvoir travailler une campagne. Maintenant, on a des campagnes qui sont diffusées beaucoup plus lourdement. On a des campagnes à 100 000 exemplaires avec des offres qui, elles, ne vont pas faire 15-15-15, mais qui sont extrêmement vertueuses. Des livres blancs, par exemple, où on va être sur du 20-20-20. Donc là, on ne va pas terminer à 2,5 pour 1000 de résultats, mais plutôt à 7-8 pour 1000. Donc tout dépend de ce que l'on veut. Mais ces bases de données, finalement, reflètent-elles le tissu économique français ? Alors ça, c'est une excellente question, Philippe. C'est une excellente question et j'invite et j'explique assez souvent à nos clients aujourd'hui qu'avant de se lancer dans la quête d'adresse mail, avec toutes les origines dont Marine et moi-même nous avons parlé, c'est important de bien connaître le tissu économique français. Le tissu économique français, on est 65 millions d'habitants. On a communément, et on l'entend, on le lit de temps en temps, on nous dit qu'il y a 6 millions d'entreprises. Moi, j'ai toujours été très dubitatif parce qu'entre les personnes âgées et les jeunes, me dire qu'il il reste 28 millions d'actifs, grosso modo, vous faites le calcul, il y a pratiquement une entreprise pour 5 actifs. Si j'y enlève la fonction publique, il y en a donc une pour 2,5 actifs. Donc quand on manie la statistique, on se dit qu'il y a un problème.
Moi, je crois que ce qu'il faut retenir, indépendamment des sociétés civiles immobilières, des artisans, des commerçants, donc et des professions libérales qui sont souvent seules quand elles exercent, je pense que le vrai chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 1 million d'entreprises en France. Sur ces 1 million d'entreprises en France, vous avez 800 000 TPE. TPE, c'est des petites entreprises de moins de 10 salariés. Le gros du bataillon étant constitué entre les 0 et 5 salariés. Après, dès qu'on va remonter par Strat INSEE, vous allez avoir à peu près 150 000 entreprises qui vont être entre 10 et grosso modo 50 salariés. Ça, c'est le cœur du tissu économique, c'est la PME-PMI dont on entend souvent parler. Au-dessus de 50 salariés, nous sommes un petit pays, il n'y a à peu près que 50 000 entreprises. Ce n'est pas difficile à retenir, plus de 50 000 entreprises. Et plus on va monter en taille, et moins le nombre d'entreprises va être important. Autre moyen mémotechnique, plus de 50 salariés, 50 000 entreprises, plus de 500 salariés, je vais arrondir 5 000 entreprises. Hein, donc vous voyez que plus de 500 salariés, vous avez 5 000 entreprises en France, c'est pas énorme. Après, ça, c'est la photographie du tissu économique. La deuxième information qu'il faut bien maîtriser, c'est qu'au sein des différents acteurs, selon leur secteur d'activité, vous avez des particularités. Exemple, le monde du bâtiment, le monde du BTP, on est surtout 90% des entreprises de ce secteur-là sont des entreprises de moins de 10 salariés, donc des toutes petites entreprises, donc des TPE. À l'inverse, le monde industriel est plutôt constitué d'entreprises de plus de 10, voire de plus de 20 salariés. Alors le monde industriel dont on parle beaucoup en ce moment, qui est plutôt dans une phase descendante en France, mais ça reste quand même le privilège d'entreprises de PME, PMI relativement importantes. Normal, c'est très difficile aujourd'hui de trouver des capitaux quand on est 5 personnes pour investir dans un outil industriel. Ça coûte très cher. Après, le monde des services auquel nous appartenons est là aussi constitué il est plus éclectique, mais d'une majorité là aussi d'entreprises, de PME, PMI, mais ça peut aller jusqu'à des grands groupes, hein, exemple Suez, EDF, sur des produits de services. Voilà un peu ce que l'on peut dire du tissu économique. Bien connaître ce tissu et bien connaître les particularités de chaque branche. Marine, après tout ce que nous venons d'évoquer ensemble, tous les trois, s'il y avait des conseils, s'il fallait récapituler, que pourriez-vous dire ? Je pense qu'en fait, pour finalement être sûr de son choix, il faut bien analyser la base de données de son propriétaire et comment elle a été constituée. Peut-être commencer par l'ancienneté du propriétaire. On peut imaginer que si la base de données est ancienne, elle est plus fiable, elle a déjà fait ses preuves, comme n'importe quelle société finalement. Donc ça peut être intéressant. La méthode de collecte aussi, comment ont été collectées ces adresses, c'est très révélateur aussi de la qualité de cette base. On peut penser aussi au potentiel total, même si nous, on va cibler qu'une petite partie. Savoir que la base est large et fait ses preuves dans d'autres secteurs, c'est toujours plus rassurant qu'une base très spécifique, bien qu'il y en ait des excellentes, mais enfin, il faut les connaître. Les critères disponibles, être bien sûr que les 4 critères indispensables au B2B qu'on a évoqués tout à l'heure soient là. Sinon, vous aurez énormément de mal à faire votre plan fichier et là, on court droit à la catastrophe. Les moyens de gestion informatique. Ça, c'est très important, c'est-à-dire est-ce que cette base de données est bien entretenue, est-ce qu'elle est renouvelée fréquemment? Et tout ça, aujourd'hui, sur le web, c'est l'informatique qui détient les clés, donc il faut bien être au point là-dessus. Justement, la fréquence de mise à jour, pour être sûr de ne pas toujours s'adresser aux mêmes personnes. Est-ce que cette base est renouvelée? Donc, est-ce qu'elle fait rentrer un peu de chair fraîche dans son tableau? Ça, c'est important. Et pour finir, quels sont les clients? Si vous avez la chance de remarquer qu'un de vos concurrents s'adresse aux mêmes bases de données que vous, là, vous êtes quasiment sûr d'avoir fait le bon choix. Alors nous avons déjà un petit peu, je pense, bien éclairci tout cela. Des questions sont arrivées pendant que nous discutions, des questions qui vont apparaître, je pense, à l'écran. Voilà, des questions qui vont s'afficher, je l'espère en tout cas. Alors, dans combien de bases de données communes peut-on se trouver une adresse mail et donc être harcelé, entre guillemets, d'email? Ça, c'est la petite touche supplémentaire. Une question de Marie-Laure. Bon, Qui veut répondre?
on peut être dans plusieurs, les coordonnées mail peuvent se trouver dans plusieurs bases de données différentes. Vous avez pu, si je reprends les exemples de Marine, transmettre vos coordonnées mail à un site de presse, vous avez pu participer en tant que visiteur à un salon, vous pouvez vous retrouver dans une base de compilation. Donc effectivement, vous pouvez vous trouver dans plusieurs fichiers mail. J'ai assez envie de vous dire, ce n'est pas un problème. Ça pourrait être un problème si vous louez les fichiers à la queue leu-leu et que tous les jours, vous diffusiez sur chacun de ces fichiers. Il ne me semble pas que beaucoup de sociétés procèdent ainsi. Donc si vous êtes votre adresse mail appartient à de multiples fichiers, vous avez aujourd'hui des systèmes de diffusion, des systèmes de routage, des systèmes d'envoi de mail extrêmement sophistiqués qui dédoublonnent les adresses. Donc, si mon adresse devait se trouver dans 3 ou 4 fichiers différents, le fait d'être compilé dans une base de données d'envoi fait que les logiciels de diffusion vont l'identifier 3 ou 4 fois et ne la diffuseront in fine qu'une seule fois, c'est-à-dire bloqueront les 2 ou 3 fois supplémentaires. Est-ce que ça vous semble clair? Moi, ça me semble clair. Marine, vous aviez quelque chose à Non, ajouter? c'est ça. Une autre question, peut-être? Quelle législation encadre le B2B? Alors, on l'a très légèrement évoqué, Philippe. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent chez nos annonceurs, parce que la loi, j'ai essayé d'être le plus clair possible, elle n'est pas évidente. La loi c'est l'opt-in. Pour le B2C, pour le B2B. Mais en B2B, on a le droit de faire de l'opt-out. Ça veut donc dire qu'on a le droit d'utiliser des adresses mail de cadres dirigeants, de dirigeants d'entreprise dans leur cadre professionnel, si on leur adresse, donc elles sont opt-out, si on leur adresse des messages professionnels et sous réserve de bien expliquer d'où provient l'adresse et sous réserve d'avoir des liens qui permettent de se désabonner du fichier ou de l'annonceur en question. C'est ça la loi. La loi, elle est extrêmement encadrée. Je sais très bien qu'on a tendance à l'oublier, qu'il y a de plus en plus, on va dire, d'abus dans notre univers, mais la loi en tant que telle nous dit opt-out en business avec les réserves que je viens de citer. Une autre question. Quel est le taux moyen d'ouverture et de clic en B2B? Marine? Le taux moyen, je ne sais pas si on peut vraiment l'évoquer, ça dépend vraiment de l'offre. Il y a un taux moyen, mais est-ce que la moyenne est intéressante? Ça serait peut-être le taux médian qui nous intéresserait. C'est-à-dire que si vous avez une offre avec un iPad gratuit ou un livre blanc, il va être très élevé. Après, est-ce que derrière, vous aurez des prospects intéressants? Peut-être pas, mais si votre but, c'est de récolter un maximum, c'est bien. Maintenant, si vous avez une offre très rigoureuse avec juste une demande de renseignement, pas de catalogue, rien, le taux d'ouverture sur un produit qu'on a vu depuis 20 ans sera plus faible, mais les gens qui répondront seront plus intéressés. En termes de chiffres, peut-être que Philippe peut nous donner le taux moyen. Mais... On a des taux moyens, on les a vus tout à l'heure, mais Marine vient de répondre. C'est vrai que la première chose qui est importante quand on diffuse un message, c'est la notoriété de l'annonceur. C'est toujours plus facile de s'appeler IBM qu'Espace Direct. C'est toujours plus facile de s'appeler TF1 que espacebusiness.tv, avec tout le respect que je dois à notre nouvelle chaîne. Donc la notoriété de l'annonceur est vraiment importante. Après, c'est la nouveauté du produit. Plus le produit est nouveau, meilleurs seront les résultats. On pourrait prendre l'exemple de l'automobile. C'est vrai qu'une marque forte, avec un nouveau modèle, avec une offre forte, une offre d'essai gratuit, le visionnage d'un film vidéo, générera toujours plus de retours, donc à l'origine d'ouverture et de taux de clic, qu'une marque automobile à faible notoriété, avec un vieux modèle, et qui propose rien d'autre qu'une petite brochure. Donc ça, c'est des variables à prendre en compte. Autre variable qu'on oublie, notre univers, c'est le marketing direct. Et le marketing direct, à sa source, c'est la vente par correspondance. Et en vente par correspondance, ceux qui ont un peu de culture dans ce domaine, vous vous apercevrez, et puis vous allez vous en rendre compte en tant que personne physique, il y a des périodes qui marchent mieux que d'autres. Moi, je sais qu'en business to business, on a 2 mois très forts par rapport aux autres mois de l'année, c'est septembre et janvier. Et ça correspond finalement au mois où les entreprises se positionnent pour soit leurs investissements futurs, soit pour leurs investissements immédiats. Janvier, ça coule de source, on est en début d'année, donc on veut bien préparer l'année, donc on commence à acquérir un certain nombre de solutions. Et septembre, parce qu'on va préparer l'année suivante. Ce qui ne veut pas dire que les autres périodes soient moins bonnes, ou moins intéressantes, mais on constate des variations assez importantes de résultats selon la période. Merci. Une autre question. Peut-on utiliser des bases B2C pour faire de la prospection B2B? Alors, moi,
j'aimerais mettre le point sur un aspect comportemental qui est que même si c'est la même personne finalement, s'il y a 2 adresses pour une seule personne derrière l'écran, peut-être que quand il est dans son lieu de travail, la personne est plus intéressée par des offres de logiciels de gestion, etc. Et qu'une fois chez lui, déjà en termes de situation, de contexte, ça a moins de chances d'avoir un impact. Donc l'adresser sur son adresse mail personnelle qu'il va consulter le week-end, le soir, à mon avis, déjà rien que sur cette raison-là, il y a moins de chances que ça marche. Nous, on avait fait des tests, on a testé beaucoup de choses, puisqu'on travaille avec un secteur d'activité où le comportement de l'individu, il est à cheval entre le B2B et le B2C, c'est la formation continue. On a testé, dans le cadre de la formation continue, beaucoup de bases de données B2C. Malheureusement, je n'en ai aujourd'hui en mémoire aucune qui n'a généré de résultats supérieurs ou même équivalents à ce que l'on peut utiliser en business to business. À cela, à mon avis, une raison principale, c'est qu'en B2C, les bases que l'on a n'ont en rien les 4 critères qu'a cité Marine. C'est-à-dire que je vais pas citer de nom pour ne pas être ennuyé, mais une base B2C d'un journal lambda ne possédera pas forcément la fonction de l'individu, ne possédera pas forcément son secteur géographique. On aura très peu d'informations, ce qui fait que, bien sûr, il y a de la virtuosité, il y a de la vertu dans les bases de données B2C, mais insuffisamment par rapport à nos contraintes en business to business. Et encore, je n'ai parlé que du secteur de la formation. Marine a cité les logiciels de gestion. Vous doutez bien que si on devait prendre des fichiers d'un grand mensuel économique, ce serait tellement diffus entre les adresses professionnelles et les adresses particulières que ce serait compliqué, les résultats ne seraient pas bons à l'arrivée. On serait hors cible. Question. Quel est le moyen le moins coûteux pour convaincre nos clients opt-out email de repasser en opt-in? Philippe? Le moyen le moins coûteux, sincèrement, si vous demandez à quelqu'un de recevoir de la communication, la probabilité qu'il vous réponde oui est extrêmement faible. Nous, je me souviens, donc je n'ai pas de recette miracle pour répondre à cette question, je me souviens qu'à un moment donné, avant l'application de la loi LEN, avant l'amendement de la CNIL qui nous autorise en business to business de faire de l'opt-out, on avait, nous, à l'époque, on avait une petite base de données, rien à voir avec ce qu'on avait aujourd'hui. On avait une petite base de données d'à peu près 100 000 contacts mail et on avait mis un magnifique incentive, je ne citerai pas la marque, pour les convaincre d'être opt-in. À l'arrivée, on était certes au pourcentage qui est énorme dans notre domaine, mais c'était encore trop faible pour les convertir définitivement. Donc, je n'ai pas de recette miracle là-dessus. Je crois qu'il y a une loi qui s'applique. À partir du moment où on l'applique bien, il n'y a aucune raison qu'on soit ennuyé. Malgré toutes les dérives qu'on peut constater depuis quelque temps, appliquons-la telle qu'elle existe, elle est déjà... Suivons la loi. Peut-être une autre question. Des messages n'arrivent pas à destination, pourquoi? Marine. Avez-vous cliqué sur le bouton « Envoyer » Ne me regardez pas. Non, mais là, c'est sans doute des histoires de hard bounce et de soft bounce que Philippe... Il y a plein de raisons qui font qu'un message n'arrive pas. Un message n'arrive pas parce que votre serveur d'envoi au sein de votre entreprise bloque systématiquement tous les envois non identifiés. Vous avez des sociétés comme ça qui ont des anti-spam, appelons-les comme ça, extrêmement puissants, ce qui fait qu'il faut absolument vous identifier, taper un code pour pouvoir adresser un message. Bon, ok, on n'arrive pas. Il y en aura quelques-unes. C'est pas la grande majorité, mais il y en a quelques-unes. Autre raison, c'est que vous avez... Tiens, je vais prendre un exemple d'un client bien connu. J'ai 5-6 destinataires dans le même bureau. Il y en a 3 qui vont parfaitement le recevoir, une qui ne va jamais le recevoir et 2 autres qui vont le recevoir en indésirable. J'ai assez envie de vous dire, là, 2 cas de figure. Soit c'est le logiciel de serveur de l'entreprise qui distribue comme il a envie de distribuer aux 6 interlocutrices, soit c'est la configuration des logiciels de messagerie de chacun ou de chacune qui fait que certaines le reçoivent bien, d'autres le reçoivent en indésirable. Et dernière raison, en business to business, on a un hébergeur qui est extrêmement puissant, qui est une société française magnifique qui s'appelle OVH. OVH gère à peu près ou héberge, c'est le terme exact, héberge à peu près 50 à 60% des serveurs et des sites des entreprises professionnelles en France, donc y compris les serveurs de messagerie. Si vous êtes blacklisté chez OVH pour une raison X ou Y, la probabilité que vous soyez extrêmement mal diffusé est extrêmement forte. On a dans notre métier des routeurs, des diffuseurs de mails. Certains se sont retrouvés bloqués par OVH. Ça a été extrêmement pénalisant pour leur activité.
Donc voilà, c'est les 3 principales raisons. Serveur d'entreprise, hébergeur de type OVH qui est surpuissant en France, ou configuration du logiciel de messagerie. Une autre question. Les règles opt-in risquent-elles de voir le jour en B2B? Qui veut répondre? Je peux dire oui, mais j'en sais rien. C'est-à-dire effectivement, l'opt-in, on l'a dit, il faut être devin pour répondre à la question. Oui, elles peuvent voir le jour, parce que de toute façon, de fait, elles existent. Hein, je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai répété, il faut être opt-in, même si on a le droit, même si en B2B, on est opt-out. Est-ce qu'elles peuvent voir le jour? J'ai assez envie de vous dire que oui, ça peut voir le jour s'il y a une directive européenne qui maintenant impose un certain nombre de règles dans cet univers-là. Donc si Bruxelles nous impose ces règles-là, il faudra qu'on s'y conforme. J'ai du mal à le croire, hein. Sincèrement, je ne peux pas croire qu'on détruise un secteur, le secteur de l'Internet qui est quand même relativement puissant en France, avec ses acteurs, qu'on puisse du jour au lendemain imposer une loi que personne ne respecterait, y compris des acteurs étatiques. Certains verront de qui je parle. Donc, on pourrait l'imaginer, mais ça me semble extrêmement peu probable. À suivre donc. Question. Quel est le coût moyen d'une location de base de données? Marine, peut-être? Non, Philippe, Marine, elle n'aime pas parler de chiffres, donc je vais m'y coller. Une base de données, tout dépend, en moyenne, tout va dépendre de sa pertinence, de son ancienneté, de sa mise à jour. J'ai assez envie de vous dire, allez, tout dépend de la quantité, tout dépend de la multiplicité de l'utilisation que vous avez en faire. Grosso modo, dans notre métier, les prix on raisonne au CPM, donc coût pour 1000. Les prix démarrent à 200 € du 1000 pour aller jusqu'à 340, 350 € du 1000 pour les bases les plus performantes. Après, tout dépend des critères de sélection dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de critères tels que le SIRET, ou tels que le NAF, tels que les numéros de téléphone, plus votre base sera enrichie, plus sa valeur est importante. Mais à l'inverse, plus vous en prendrez, plus sa valeur sera descendante. Mais ça donne des indications. Si on me propose une base d'acheteurs automobiles 5 portes diesel, j'achète ou je n'achète pas? Si vous vendez des automobiles 5 portes diesel, vous aurez très envie de l'acheter. Par contre, combien il y aura d'utilisateurs dans cette base? Et ensuite, comment est-ce que la personne qui l'a collectée aura pu avoir toutes ces informations? Donc là, repensez aux 7 critères que j'évoquais tout à l'heure. Et là, vous vous direz, effectivement, il y a sans doute un petit souci. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Et les bases comportementales peuvent amener pas mal d'informations sur les destinataires, mais autant, ça me paraît quand même suspect. Donc moi, je pourrais essayer si j'ai le budget et que je ne sais pas quoi faire de ce budget, mais sinon, non, j'irai pas. Donc la vigilance s'impose. Oui. Mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Richalet, merci Marine Vérin d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis merci à vous de nous avoir suivis sur espacebusiness.tv, sachant que vous pourrez bien sûr revoir cette émission dans son intégralité si vous n'avez pas pu nous suivre pendant ce direct. À très bientôt. Merci à vous. Merci.